Émission Entretien de Vox TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. L'invité du jour, Monsieur Vincent Madzou, il est le président du conseil d'administration de l'École africaine de développement EAD. Alors, Monsieur Vincent Madzou, bienvenue sur ce plateau. Merci. De l'entretien de Vox. Merci. Merci. Alors, nous allons parler essentiellement de l'apport du privé dans au développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Et votre école, l'école africaine de développement EAD, a déjà 23 ans dans ce secteur. Alors, dites-nous quel est votre apport à l'édifice dans ce secteur, qui est le secteur de l'enseignement supérieur. C'est vrai que, personnellement, quand je réfléchissais sur l'EAD, je voyais beaucoup plus le côté des entreprises. C'est-à-dire, il fallait en fait créer une école qui devait apporter la satisfaction aux besoins exprimés par des entreprises. Parce que moi, je suis d'abord informaticien de métier. Voilà. Et donc, très rapidement, nous avons terminé les études. Quand nous sommes rentrés, nous avons constaté que l'informatique n'était pas beaucoup connue dans notre pays. Nous sommes en 87-88. Voilà. Tout simplement parce que, bon, en ce temps-là, on n'utilisait que les gros ordinateurs. On ne pouvait pas organiser les formations pour les gros ordinateurs. On a commencé à former les gens avec l'avènement de la micro-informatique, avec les micro-ordinateurs, ainsi de suite. Donc, personnellement, avec les amis de ma promotion, nous avons créé une association dont l'objectif était de vulgariser l'informatique, permettre à beaucoup de gens de connaître l'informatique. Donc, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas commencé avec l'EAD, mais j'ai commencé d'abord dans le monde associatif. Voilà. Une vingtaine d'années, c'est pas rien. Comment vous avez pu tenir ce pari pendant tout ce parcours? En ce qui concerne l'EAD, c'est vrai que l'EAD a vu le jour en 2001, mais j'ai commencé à concevoir ce projet en 1997 à Pointe-Noire. Donc, ça a pris à peu près 94, 2001, à peu près 7 années d'études de faisabilité. Je prenais tout mon temps pour regarder. Donc, comme je venais de le dire, l'EAD a été créé pour apporter la satisfaction aux besoins exprimés. Parce que, en 2001, beaucoup d'entreprises avaient besoin de techniciens qui étaient formés, qui avaient un bon niveau en informatique. Il fallait connaître un peu vous comprenez quoi, la bureautique, ainsi de suite. Donc, au départ, l'idée pouvait même être de créer une école juste pour l'informatique. Après, nous nous sommes rendus compte que non. C'était quand même un domaine exceptionnel, voilà. Le domaine de l'informatique. Oui, voilà. Oui. Mais nous nous sommes dit, il faut regarder les besoins. Et nous avons observé qu'il y avait réellement des besoins. D'abord, des techniciens qui étaient initiés en informatique. Donc, c'était notre cheval de bataille, parce que moi-même étant informaticien. Mais en dehors de cela, il y avait aussi d'autres préoccupations, telles que dans les domaines de la comptabilité, il fallait les comptables qui étaient initiés en informatique. Voilà, donc nous nous sommes mis à travailler pour apporter la satisfaction. Voilà. Alors, nous savons très bien que l'École africaine de développement ne navigue pas seule dans cet océan de l'enseignement supérieur. Il y a de la concurrence. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres établissements supérieurs? Chaque établissement a sa vision. La nôtre, c'est ce que je venais de vous dire. Voilà, c'était apporter la satisfaction et toutes les autres. Juste la particularité, justement, voilà, ce que vous différencie des autres. Bon, moi je crois que la particularité déjà au niveau de l'EAD, c'est le fait que quelle que soit la formation, tout le monde passe d'abord par l'informatique, parce que l'informatique est utilisée un peu partout. Donc indispensable. Indispensable. Et un autre élément très important pour nous, tout étudiant qui arrive à l'EAD, il doit être formé en anglais, quelle que soit l'option. Parce que nous savons que l'anglais, c'est la langue la plus utilisée un peu partout dans le monde des affaires. Oui. Et en plus, nous nous appuyons aussi à l'expression française. Voilà, technique d'expression française. Nous mettons un peu le paquet dans ces 3 matières, en dehors donc de ce qu'il doit faire. Si on est venu pour apprendre la comptabilité, quelle que soit l'option, il doit passer par l'informatique, par la technique d'expression française, par les cours d'anglais. Nous mettons l'accent sur cela. Et nous essayons aussi de prendre des contacts avec les entreprises pour faire de telle sorte qu'un étudiant, après sa formation, qu'il ait la possibilité de trouver un poste de stage, non seulement le stage, mais un poste d'emploi dans les entreprises. Et justement, puisque vous avez parlé de l'option, l'anglais, donc il y a l'informatique, il y a le français, ça c'est inévitable. Et les autres options,
Par rapport aux besoins des entreprises, puisque vous avez parlé de la collaboration avec des entreprises, Oui. quelles sont les options que vous proposez aux étudiants, sinon aux apprenants, pour que vous facilitez leur insertion dans le monde professionnel? Ben, on va dire c'est ce qui se passe un peu partout aujourd'hui. Si au début, il y a des options telles que la logistique. Vous savez, la logistique, c'est un métier qui est utilisé dans toutes les entreprises. Donc, transport et logistique. En tout cas, transport et logistique, tout au moins en ce qui concerne la logistique, même sur le transport et la logistique, dans toutes les entreprises, on doit avoir besoin de logiciens. La logistique, c'est comme l'informatique. L'informatique, aujourd'hui, on a besoin de l'informatique dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines, l'informatique. Il y a aussi comment on l'appelle, hygiène, voilà, HSE. Oui, voilà. Hygiène, sécurité, environnement. Voilà. Ça, on ajoute même aujourd'hui la qualité. La qualité, oui. Ça, c'est important parce que aujourd'hui, tout ce que je viens de citer devait exister dans toutes les entreprises. Si on veut vraiment respecter les normes aujourd'hui. Voilà. Et nous mettons l'accent. Nous mettons l'accent sur ces formations-là. Et nous mettons les étudiants, nous arrangeons à leur trouver des postes de stage pour un peu concilier la théorie de l'école avec la réalité en entreprise. Est-ce que depuis que vous avez commencé à former, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a de la compétence pour ces étudiants que vous avez formés et les entreprises sont satisfaites des enseignements que vous avez transmis aux étudiants? En tout cas, tout à fait, parce que aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises, même les banques, partout, moi personnellement, partout où je vais, je trouve toujours des étudiants de l'IAD. Ils sont nombreux dans des grandes entreprises, certains commencent même à créer leur propre entreprise, et c'est ce que nous souhaitons pour les jeunes. Est-ce que vous avez d'autres options que vous avez en tête qu'on peut retrouver à l'EAD? Oui, je vais vous prendre une option que nous avons créée toujours sur ce que je venais de dire, tenant compte des besoins. Moi, j'ai évolué dans un organe de gros en médicaments. Un organe de gros en médicaments qui vend des médicaments aux pharmacies. Et j'avais constaté que les laboratoires qui venaient, pour trouver, pour faire la promotion de leurs médicaments, les produits qu'ils vendaient, ils avaient besoin de ce que nous appelons tous les délégués médicaux. Donc, soit ils recrutaient quelqu'un qui a fait santé, pour lui faire des cours sur comment on appelle ça, les cours sur la marketing, action commerciale, et ainsi de suite. Soit tu trouvais quelqu'un qui a fait marketing, action commerciale. Comment persuader les professionnels de santé d'acheter ou d'utiliser le produit. Voilà. Soit tu trouvais quelqu'un qui a fait marketing, action commerciale. Maintenant, il devait compléter le côté pharmaceutique, ainsi de suite. Nous avons compris cela et nous avons créé cette option-là. D'accord. Donc, vous formez les délégués médicaux. Délégués médicaux à l'UAD, c'était le hit parade de l'UAD. C'est-à-dire que c'est une formation où certains étudiants ne terminaient jamais. D'accord. En deuxième année, on venait de les arracher par les laboratoires qui venaient s'installer au Congo. Et la vente en pharmacie, est-ce que cette formation est disponible? Non, ça n'existe pas chez nous parce que nous, c'est l'enseignement supérieur. La vente en pharmacie, vous comprenez que c'est un peu... Voilà. Jusque-là, je ne parle pas des pharmaciens. Les pharmaciens, c'est le niveau supérieur. D'accord. Les pharmaciens. Mais ceux qui vont dans les pharmacies, avec une bonne expression. Mais il y a cette formation, il y a eu une autre formation quand même que nous avons initiée à l'UAD, c'est électronique et maintenance informatique. Avec l'avènement comment on l'appelle, de la micro-informatique. Donc, vous formez les électroniciens. Oui, nous formons c'est-à-dire dans notre formation, il y a électronique. Donc, ils appellent l'électronique et la maintenance des ordinateurs. Parce que, en fait, l'électronique, c'est pour intervenir sur tous les équipements électroniques. Mais la maintenance informatique, c'est une particularité qui concerne, d'abord, il faut déjà être bon en électronique, et après, maintenant, les procédures de maintenance des ordinateurs, ça c'est même plus facile que l'électronique de base. Il y a aussi des programmeurs. Oui. Est-ce qu'ils trouvent leur compte à l'EAD? Ah, bien sûr, ils trouvent leur compte. L'EAD est informatisé depuis 2005. Et ce programme, ces logiciels ont été conçus par la première promotion des programmeurs. Nous-mêmes, nous les formons parce que moi-même, je suis informaticien dans le domaine du développement des logiciels. Voilà. D'accord. Conception des logiciels. Nous savons très bien que la crédibilité d'une école supérieure, surtout actuellement en termes de formation, de la qualité même de la formation, j'allais dire, c'est aussi le lien ou des partenariats avec des écoles internationales, voire même nationales, puisqu'il y a d'autres écoles. Est-ce que EAD a des partenariats comme ça? Oui, nous avons des partenariats. Des écoles qui sont ailleurs ou ici? Oui, nous avons des partenariats. Le seul problème, la toute petite difficulté que nous avons, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a signé des partenariats. Il y a une grande université TAN qui se trouve en Tunisie. Oui, le PDG était venu ici, le président. C'est une grande université. Il est venu, il a visité l'UAD. On ne savait pas, il a visité plusieurs écoles.
Après, il est arrivé à l'UAD. Après, bon, il nous a dit, carrément dit, bon, j'ai visité beaucoup d'écoles. Ce sont des maisons hein, qu'on a transformées en école. Mais là, je viens de visiter une école. C'est un bâtiment conçu pour être une école. Voilà. Donc, on signe le partenariat. Nous avons signé le partenariat. Et nous, bon, malheureusement, ça se passait un peu, bon, avec la crise, donc, on n'a pas eu le temps de faire la mise en œuvre. D'accord. Mais alors, le ministère... En dehors de ça, aux États-Unis, oui, on avait, avec Campus University, on avait signé un partenariat là-bas aussi. Ça, c'est aux États-Unis. Il y a pas très longtemps, il y a une grande université, une école privée, comme on appelle au Sénégal, qui est venue aussi signer le partenariat. Donc, nous, les partenariats, nous les avons. Il nous reste seulement la dernière partie, c'est la mise en œuvre. D'accord. Parce que ça demande un peu, voilà quoi. Un peu de moyens? Ah, oui, bien sûr, parce qu'il faut effectuer des voyages, ainsi de suite. C'est-à-dire que des échanges des voilà, étudiants, des échanges des étudiants, qu'ils aillent bénéficier de l'expérience ailleurs et ça, revenir ici, ainsi de ou l'information que nous, pour l'instant, nous n'avons pas, ils peuvent aller faire ailleurs. D'accord. Et votre collaboration avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, est-ce que ça se limite juste à l'agrément ou bien vous avez d'autres Non, ça se liens? passe très bien, ça se passe très bien. Parce que là, présentement, le ministère est en train de s'organiser pour passer à l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, pas seulement privé, hein, privé et même public. Donc, on est en train de travailler dans ce sens-là. Voilà, avec le ministère. Mais justement, que pensez-vous justement de l'assurance qualité? Parce que la ministre de l'enseignement supérieur a parlé de ça. Il faut que de la qualité, donc l'assurance qualité. Mais c'est très important. Oui. Personnellement, j'avais reçu une invitation. C'était la DAA, c'est une association allemande. C'était à Dakar. Bon, j'étais surpris de constater que j'étais la seule école. Je ne sais pas sur quelle base. Pour le Congo, j'étais la seule école qui avait participé. C'était en 2015. C'était à Dakar. Il y avait des grandes universités. La présidente de l'université Houphouët-Boigny, donc toutes les grandes universités étaient là. Et on nous a présenté d'abord ce que c'est que l'assurance qualité, parce que ça nous permet d'aller de l'avant, d'avoir des accréditations, donc ça va faciliter, par exemple, le partenariat, ainsi de suite. Bon, ben c'était très bien pour nous, c'était pour apprendre, on avait appris. Mais est-ce que vous avez une idée de comment on évalue justement cette assurance qualité dans le secteur? Ah, mais bien sûr, on regarde un peu. Est-ce qu'il y a un document qu'on vous transmet? Mais il y a des procédures qui existent. Il y a des procédures? Il y a des procédures. Le ministère est en train de mettre en place, voilà, cette structure. Bon, puis bon, on va avancer. On va commencer d'abord par former les responsables assurance qualité dans les établissements. Hein? Nous sommes les EPRES. Oui. Les EPRES, ce sont des établissements privés d'enseignement supérieur. Mais on va mettre pas seulement dans les établissements privés, mais aussi dans les établissements publics, parce que là-bas, ils sont plus costauds, donc on a vraiment besoin de l'assurance qualité. Et puisque le document en cours d'élaboration, est-ce que vous avez été associé dans la rédaction même? Non, jusque-là, non. Jusque-là, on a reçu une équipe qui est venue présenter à Pointe-Noire, parce que moi, je suis beaucoup plus résident à Pointe-Noire, parce qu'il y a l'UAD à Brazzaville à Pointe-Noire, mais moi, je suis résident à Pointe-Noire. Nous avons participé à une grande rencontre, on nous a expliqué l'importance d'aller vers l'assurance, voilà, les assurances qualité. Alors, Monsieur Vincent Madzou, depuis quelques années, l'UAD est sollicité par le ministère de l'enseignement technique et professionnel pour parfois pour abriter des examens d'État. Alors, que représente pour vous cette collaboration aussi avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel? Bon, le ministère choisit votre école pour abriter des examens d'État? Bon, il faut avouer que nous avons un partenaire, une convention. Une convention avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel qui existe déjà depuis, ça fait déjà plusieurs années, hein. Voilà. Donc nous sommes un partenaire. Pour nous, ça ne pose pas de problème. Ça nous fait du bien d'ailleurs. Bon, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. On a une convention que nous avons signée. Donc on a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Je crois que nous allons faire ensemble. Et cette convention dit quoi exactement? Bon, dans la convention, déjà, le ministère chaque année envoie les bacheliers de l'enseignement technique dans nos écoles, à l'UAD Brazzaville, à l'UAD Pointe-Noire. Mais il n'y a pas que l'UAD, il y a aussi d'autres écoles qui reçoivent les boursiers de l'État. Voilà. Donc, en dehors de cela, bon, on peut aussi se retrouver pour d'autres activités qu'on peut faire ensemble. Alors, récemment, vous avez été honoré, disons, avec le grade donc élevé docteur honoris causa. Oui. C'est un titre exceptionnel. Alors, dites-nous quand même comment vous avez vécu d'abord ce moment d'avoir ce titre de docteur honoris causa. Bon, je vais d'abord dire merci à l'université, Glory University, parce que bon, je ne m'imaginais pas, j'ai découvert cette université pendant cet événement, il faut dire la vérité. Une université américaine qui vous a octroyé ce titre. Voilà, mais c'est parce que en fait, eux, ils ont peut-être des représentants un peu partout.
hein, pour aller poser des questions par-ci, par-là. Et c'est comme ça. Mais je peux d'abord vous dire qu'en dehors de cela, j'avais reçu une invitation, je devais recevoir un prix à Bruxelles. À Bruxelles. C'était en 2014. Malheureusement, l'invitation était venue par la poste. Donc, quand j'ai reçu la correspondance, l'événement était déjà passé. Vous avez compris, je ne veux pas critiquer la poste. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Donc, bon, j'étais un peu, voilà, je vais dire comme ça. Mais, pour ça, j'étais vraiment agréablement surpris. Très surpris. Moi, je suis chrétien, hein, je peux le dire. Hein. Vous avez votre droit. Voilà. Vous réclamez votre Je me suis dit, c'est vrai que même quand les hommes, quand les hommes ne voient pas, mais Dieu voit toujours. Dieu voit toujours. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'était très fort pour moi. Donc, j'étais très, très, comment on appelle, c'est un peu motivé, très excité, parce que c'était une grande chose. Et comment on vous a contacté? Ben, on m'a appelé, hein. On m'a dit que Monsieur Madsou, voilà, vous êtes parmi les gens qui sont nominés, tout ça, ainsi de suite. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être ça la question, parce que cette question. Est-ce que vous vous êtes renseigné par quels critères? Oui, ils ont leurs critères. Ils cherchent d'abord votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, ainsi de suite, parce que ils ont des informations. Après, ils cherchent à valider si c'est ce qu'ils ont comme information, est-ce que c'est exactement ce que vous allez dire. Voilà. Moi, comme je vous disais tantôt, je n'ai pas commencé avec l'UAD. Je suis un peu dans le monde associatif. Donc voilà quoi. Donc, si vous permettez, dès que nous avons terminé nos études, nous sommes rentrés avec les amis de ma promotion. Nous avons créé une association qu'on avait dénommée le Club informatique du Congo. L'objectif était de vulgariser l'informatique. Parce que nous sommes rentrés, beaucoup de gens ne connaissaient pas l'informatique. Et on a été rattrapés par l'UNESCO. L'UNESCO s'est rapproché de nous. L'UNESCO informait qu'il y avait des jeunes qui avaient créé une association dénommée Club informatique du Congo pour vulgariser l'informatique, permettre à beaucoup de Congolais de connaître l'informatique. L'UNESCO s'est rapproché de nous. Nous sommes en 2013, comme ça. Ils sont venus, ils nous ont dit, oui, ce que vous faites, c'est bien, on peut vous financer. L'UNESCO peut financer votre activité. Nous étions surpris. Nous avons accepté. J'étais le président du Club informatique du Congo et je suis parti signer la convention dans le bureau du ministère de l'Éducation. C'était le ministre Justin Koumba. Il était ministre de l'Éducation avant. Oui, ministre de l'Éducation nationale. Voilà. C'était une convention qui avait... Et puis il est devenu président de l'Assemblée nationale. Voilà, qui avait une valeur de 39 000 $. Vous comprenez que je n'oublie pas. Oui. 39 000 $. À peu près 11 millions de francs CFA. Un jeune, comme ça, on était 5, 11 millions de l'UNESCO. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a commandé des ordinateurs. On a créé le premier, on peut dire le premier centre d'initiation à l'informatique. Voilà. Nous l'avons créé, c'était au CRVZ vers comment on appelle ça, vers le stade. En ce temps-là, c'était le stade municipal à Pointe-Noire? Non, ici à Brazzaville, voilà. Donc, vers le stade Massamba Déba. En ce temps-là, c'était encore le stade de la Révolution. Oui. Voilà. On a créé, il y a un centre là, voilà. On a créé ce centre. Le jour de l'inauguration du centre, il y avait même 3 ministres qui étaient venus. C'était bien, on a commencé à former les gens en informatique. C'était très bien. Malheureusement, avec tous les événements que nous avons connus, vous comprenez? C'est parti. Bon, quelque temps après, moi, j'étais à Pointe-Noire, je me suis retrouvé ici à Brazza. Je suis revenu à Brazza et donc j'ai créé AIP, Association des informaticiens professionnels. C'était le même objectif. Vulgariser l'informatique, permettre à beaucoup de gens de connaître l'informatique. Et on a commencé à organiser des séminaires d'informatique à Ouesso, à Caï, à Dolézy, à Pointe-Noire, pendant les vacances, l'AIP, avec ce qu'on appelait les vacances informatiques. Donc, on a amené les enfants à apprendre l'informatique. Initié beaucoup de Congolais ont appris l'informatique grâce à l'AIP, Association des informaticiens professionnels. Je pense que vous avez entendu parler de cette association. Oui, mais alors aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué parce qu'on parle du numérique. Et... Oui, alors, j'arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, nous, en fait... Est-ce que vous avez fait évoluer vos connaissances? Mais bien sûr, bon, c'est vrai que l'association n'existe pas. Oui. Avec l'AIP, nous, on parlait de... Comment on appelle ça? C'était l'association des informaticiens professionnels. Et en ce temps, on parlait de la rupture, donc comment on appelait ça, bon, le mot, la fracture numérique. Oui. Le terme technique, on en parlait. La fracture numérique. C'est-à-dire que la disproportion dans l'utilisation des technologies numériques. C'est-à-dire qu'en Europe, quand en France, ils étaient à 30%, nous, on était à peu près à 1% des gens qui connaissaient les technologies de l'information et de la communication. Vous comprenez? Oui. Après, c'était les NTIC, voilà, et ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup participé pour former beaucoup de gens dans l'informatique. Et moi, j'étais le président de cette association-là qui a fait ce grand travail-là avant d'arriver à, comment on appelle ça, à l'UAD.
L'EAD est né dans les mains de l'AIP, l'Association des informaticiens professionnels. On a fait du travail, en tout cas. Alors, disons, en votre qualité de pédagogue, Oui. puisque là, on est un peu dans la généralité, quelle est la lecture que vous faites du système éducatif congolais? Ben, je pense que nous sommes en train d'avancer. Déjà, nous avons 2 grandes universités, ce qui n'existait pas avant. 2 grandes universités. L'université Denis Sassou Nguesso et l'université Marine Ngouabi. Il y a un grand projet à Pointe-Noire. Oui. Parce que je vais lâcher les mots si vous Le permettez. chantier en cours, l'université de Luango. Oui, l'université de Luango. Je vais dire ceci, que peut-être tout le monde le sait, hein, il y a beaucoup de jeunes souvent admis au bac. Parfois, ils sont très brillants, mais ils ne peuvent pas poursuivre les études. Ils ne peuvent pas venir à Brazzaville. Et le plus grand nombre se trouve à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, c'est quand même la 2e ville. Après Brazza, c'est Pointe-Noire où ils vont retrouver plus d'admis au bac. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, souvent, c'est ce que nous croisons. On constate que bon, il y a des jeunes admis au bac. Surtout, le bac technique, au moins, on arrive quand même à trouver quelques bourses. Mais le bac général, souvent, il reste comme ça, là. Donc, ça, c'est une préoccupation majeure pour moi. Ouais, je pense le dire. Moi, je pense que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Il y a des grands projets dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'il faut être optimiste. L'optimisme, c'est quoi? L'optimisme. Construire d'autres universités? Ah oui, mais là, c'est parti. En termes de la qualité de la formation? Non. Non. Est-ce que nous évoluons sur la base des infrastructures ou dans la formation? Non, les deux. Là aussi. Les deux, parce qu'il faut comprendre qu'avant, même pour avoir des professeurs de haut niveau, on les faisait venir de l'étranger. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de professeurs ici à l'université Marine Ngouabi comme à l'université de Nice. Et nous, les EPRES, les établissements privés d'enseignement supérieur, nous sommes derrière. Pour moi, quand on annonce qu'on va créer une université publique à Pointe-Noire, ce qui me réjouit, c'est que l'université publique va faire venir beaucoup d'enseignements de haut niveau. Donc nous, au lieu de le faire, voilà, beaucoup d'universitaires, au lieu de le faire venir de Brazza, ça nous coûte généralement trop cher, mais voilà, nous allons nous orienter vers cette université-là. Qu'est-ce que vous espérez encore plus dans ce domaine d'enseignement supérieur? Ouais, mais je pense que qu'on termine d'abord ce que nous sommes en train de faire. Qu'on installe d'abord l'université Luango, puis après, bon, je pense que les gens vont faire des études pour regarder qu'est-ce qu'il faut encore faire. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons rester toujours dans ce domaine de l'enseignement supérieur, toujours en termes d'évaluation. Nombreux disent aujourd'hui, ce sont des universitaires, même les enseignants d'une manière générale, que la méthodologie actuelle de l'enseignement est obsolète. Est-ce qu'il y a vraiment urgence qu'on fasse des réformes profondes dans le secteur de l'éducation? Bon, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, tous les établissements privés ou publics d'enseignement supérieur utilisent le LMD. C'est un système éducatif qui est comme ça là. Tous, nous avons organisé beaucoup de séminaires, que ce soit à l'UAD ici, à Brazza ou à Pointe-Noire. Mais ces séminaires n'étaient pas organisés seulement à l'UAD. Dans les établissements, voilà. Et le LMD, c'est le système qui est utilisé un peu partout. Un peu partout. Donc, peut-être il revient au ministère d'évaluer comment cela se fait. Mais sinon, nous sommes pas. Moi, je peux pas dire que nous sommes en retard ou nous sommes. Non. Moi, je reste toujours optimiste. S'il y a des difficultés, nous pourrons toujours trouver des solutions. Mais nous sommes dans le LMD. Voilà, nous organisons de temps en temps des séminaires sur le LMD pour renforcer les capacités des enseignants, pour faire comment les apprenants trouvent satisfaction. Et nous avons ça, c'est au sein de votre établissement? Oui, mais c'est pas seulement à l'UAD. Moi, je sais que ça se passe un peu partout. Oui. Mais déjà, au sein de votre établissement, quelles sont les initiatives que vous prenez, justement, pour renforcer les compétences que ce soit des enseignants ou des étudiants? Oui, mais beaucoup plus, on organise des séminaires. Aujourd'hui, c'est le capital humain. Non, oui. Voilà. Mais nous, on renforce comment on appelle ça, les compétences à partir des séminaires. Nous avons des conseillers qui sont là pour nous orienter, pour nous donner des conseils. Conseil, c'est donner des conseils, voilà. Au moins dans l'année, combien de fois? Bon, c'est vrai que c'est pas chaque année. On peut faire une fois une année. L'année, quoi, voilà. C'est pas suffisant, quand même. Ouais, ça dépend, mais il faut avouer que... Bon, enfin, il faut dire qu'on le fait. Nous le faisons. Bon, maintenant, là où je suis là, je peux pas vous donner la fréquence, mais c'est ce que nous faisons de temps en temps. On organise des séminaires même sur l'assurance qualité. On a déjà organisé un séminaire sur l'assurance qualité. Même si on n'est pas encore vraiment dans la mise en œuvre, mais en tout cas, nous travaillons dans ce sens-là. Alors, Monsieur Vincent Madzou, c'est vrai que vous êtes le président du conseil d'administration de l'École africaine de développement et l'EAD. Est-ce que vous intervenez aussi quand même dans les salles, en train de donner des cours? Oui. Moi, déjà, je suis informaticien. C'est ce que je vous ai dit.
mais beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Parce que bon, j'ai appris, hein, il faut avouer que j'ai appris. Voilà, donc j'ai fait des recherches, j'ai participé à plusieurs séminaires pour expliquer un peu aux jeunes. Parce que moi, j'ai ma façon de voir, c'est ce que je dis. Certains pensent que les affaires, c'est l'argent. Moi, je dis non. Les affaires, c'est pas l'argent. Les affaires, c'est d'abord les idées. Si vous avez des bonnes idées, l'argent viendra derrière. Je vous ai pris l'exemple, comment nous avons commencé, nous, hein, pour le club informatique. On n'avait pas l'argent. On avait acheté un seul micro-ordinateur. On avait acheté à un informaticien français qui travaille à la SNE à 250 000. Un seul. Mais avec ça, on a commencé à travailler. Puis je reviens sur un mot que vous venez d'employer, l'entrepreneuriat. Et lorsque vous parlez d'entrepreneuriat, vous faites allusion à quoi? Non, mais déjà, moi, c'est un exemple. Quand vous regardez... Est-ce que vous encouragez les jeunes à entreprendre? Oh, bien sûr. Moi, ce que j'essaie de faire, il y a souvent des approches trop académiques. Mais je peux vous dire que si on essaie de bien voir, il y a beaucoup de grands hommes d'affaires qui n'ont même pas de références académiques. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, regardez nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Il faut des affaires ici. Vrai ou faux? Il faut des affaires. Il y en a qui sont vraiment... Voilà. Mais vous demandez des références académiques, ils n'ont pas. Vous demandez le CV, il n'y a même pas de CV. Parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des affaires pour gagner de l'argent? Dans ce cas, on n'a pas toujours besoin des grands séminaires passés par là. Non. On peut se rapprocher des gens qui ont de l'expérience. Ils vont vous dire comment ils ont fait. On peut se lancer comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, c'est ce que je leur dis. Oui. Moi, je leur dis, vous allez suivre, vous allez participer au séminaire sur l'entrepreneuriat, comment on crée des entreprises, les business plans, et ainsi de suite. Mais je vous apprends qu'il y a des gens qui ne savent pas monter le business plan, qui font des affaires qui marchent. Je les prends des exemples. Si vous regardez un peu l'histoire, je suis beaucoup plus accroché à l'informatique. Si vous regardez un peu les débuts de Microsoft, Bill Gates, avec sa petite équipe de 5 personnes, ils ont écrit juste un petit logiciel. Après, rapidement, on s'est rendu compte que le logiciel était important. C'est la grande firme IBM qui les avait sollicités pour écrire leur système d'exploitation qui avait fait que Bill Gates, avec sa société, s'est développé. Il n'y avait pas de business plan. Vous comprenez? Ils ont eu une idée, ils se sont mis à travailler et rapidement, on les a découverts, puis voilà, ils se sont lancés. C'est comme ça. Mais si vous passez beaucoup de temps à faire que des séminaires, ainsi de suite, c'est bien, mais moi, je ne suis pas dans cette approche-là. D'accord. Alors, 2024, c'est justement, puisqu'on parlait, on évoque les jeunes, donc 2024, décréter l'année de la jeunesse. Ouais. Alors, c'est bien l'occasion pour cette année de renforcer les compétences des jeunes, de les former. Moi, pour 2024, j'ai deux préoccupations. En dehors des séminaires, déjà dans l'entrepreneuriat, en dehors des séminaires qu'on fait, faites venir quelques hommes d'affaires pour témoigner devant les jeunes. Chacun va expliquer son expérience. Quand vous regardez le budget, non, le capital de l'UAD, son capital est de 10 millions. Ça va avec 10 millions qu'on peut créer une école d'enseignement supérieur. C'est parce qu'on n'a pas mis l'argent devant. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je savais ce qu'il fallait faire pour une école. Si vous voulez réussir le démarrage d'une école, la première chose, c'est réussir les premiers enseignements. Quand les enfants vont arriver, ils ne connaissent pas encore l'école. S'ils sont bien reçus par des enseignants de haut niveau, ils vont s'accrocher, même si les infrastructures ne sont pas réunies. C'est comme ça que nous avons démarré l'UAD. L'UAD a été un défi, c'était pas facile. Moi, je savais que les conditions n'étaient pas réunies. Vous pouvez vous rapprocher des anciens étudiants de la première promotion. Les conditions n'étaient pas réunies. Mais j'avais compris une chose, il fallait chercher des professeurs de haut niveau à l'université Maringouaby. Je peux lâcher les noms. Ce sont des réacteurs qui ont fait décoller l'UAD. Il y a le professeur Mbanga. Il était à l'université Maringouaby, chef de département Flèche, hein, faculté oui, la faculté des sciences humaines, voilà. Faculté des lettres et des sciences humaines. Voilà. On ajoute même aujourd'hui là. Il y avait le professeur Mukenge, professeur de droit. Hein? Il n'est plus avec nous, mais ces deux-là déjà, quand les enfants sont rentrés dans la salle, ils ont vu les conditions, ils commençaient à bouder. Dès que le professeur Mbanga est rentré, il a dit, je suis le professeur Mbanga, chef de département. Il a fait son cours. Ceux qui boudaient là se sont calmés. Parce que d'autres avaient déjà leur licence, mais venaient à l'UAD pour apprendre l'informatique, et ainsi de suite. Je me fais comprendre. Donc quand ils ont vu, ils ont compris, même si les conditions ne sont pas réunies, au moins le savoir. Parce que nous sommes venus chercher le savoir est là, on s'accroche. Ils sont accrochés et l'UAD a été collé. C'est comme ça qu'on a découvert l'UAD. C'est pas avec l'argent. Et moi, je dis ça aux étudiants pour qu'ils comprennent. S'ils veulent se lancer dans les affaires, qu'ils ne mettent pas l'argent devant. Qui commence d'abord à réfléchir, voilà comment je veux faire, je peux avoir telle difficulté, comment le faire pour monter cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Voilà. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je le dis. Ce sont les professeurs d'université que je suis parti chercher à l'université
qui aiment bien enseigner, qui sont venus décoller le Boeing EAD. Aujourd'hui, là, tout le monde le voit. Voilà. Alors, nous tournons pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous aurez une préoccupation particulière? Pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Voilà. Moi, pour l'année de la jeunesse, ma première préoccupation, c'est les enfants très intelligents, on va dire comme ça là, ok, mais qui n'arrivent pas à poursuivre les études après le bac. Parce que issus des familles modestes, vous comprenez, ils sont nombreux dans les départements, ainsi de suite. Moi, je souhaite que le ministère de l'enseignement, je crois que c'est l'enseignement supérieur qui gère, qu'on essaie de faire des efforts. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, on peut les envoyer vers les établissements privés, tout ça là. Ceux qui sont à Dolisie, ainsi de suite. Ceux qui sont à Ouesseur, ils peuvent peut-être venir à Brazza, qu'on essaie, même si on ne peut pas prendre, mais quand même, un enfant qui a eu son bac, qui était brillant, qui ne peut pas poursuivre les études à cause de la situation des parents, je pense que c'est pas bon pour nous. Je pense que c'est pas bon pour nous qui gérons ce domaine. Ok? Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que ceux qui ont géré, vous comprenez, le problème de l'éducation, au moment où on était des infiniment petits, ils ont réuni les conditions qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Et ça me préoccupe. La deuxième préoccupation, ça concerne les handicapés. Voilà. Les handicapés. Oui, souvent, c'est une catégorie. Voilà, de moins en moins. Ils sont nombreux. Oui. Nous, à l'UAD, on avait organisé une formation des handicapés de sourds-muets. Aujourd'hui, nous avons au moins 2 qui travaillent à l'UAD. Il y a un qui est au service de support de cours. Voilà, il est parmi les meilleurs agents. Il est sourd-muet. Il est le vice-président de l'association des sourds-muets. Mais il est très intelligent. Il y a une qui travaille avec moi qui est dans mon secrétariat. Elle est sourde, mais elle est intelligente, elle fait bien son travail. Nous, au niveau de l'UAD, nous sommes prêts à les former pour faire de telle sorte qu'après leur formation, qu'ils soient intégrés parce qu'ils ont un pourcentage, un quota au niveau de, comment on appelle ça, la fonction publique. Donc, il n'y a pas que les sourds-muets, il y a aussi les albinos, et sur le suite, tous sont prêts à les former. Mais, ce sont mes 2 préoccupations. Alors, les handicapés, il ne faut pas les laisser comme ça, l'année de la jeunesse va passer. Non, il faut, voilà, les impliquer. Et comme ceux qui sont intelligents, mais qui n'ont pas de parents qui ont les moyens. Alors, pour terminer, comment vous voyez en tant que EAD, disons, comment vous voyez dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, les perspectives de l'EAD? Les perspectives de l'EAD, normalement, il faut avouer que c'est un peu la crise qui nous a freinés. La crise Covid? Non, la crise sanitaire, la crise économique. Parce que Non, nous, c'est la crise économique. La crise économique. Ah oui, la crise économique. Sinon, en fait, dans la vision de l'EAD, on devait déjà commencer une étude de faisabilité sur Ouesso et peut-être sur Dolisie pour voir si, voilà, il y avait cela. Mais en dehors de Ouesso et Dolisie, nous avons quand même commencé à faire des études pour nous installer un peu à Kinshasa. On avait déjà mené des études de faisabilité, les conditions étaient réunies. Bon, nous sommes à la recherche du financement, si c'est bon. Parce que n'oubliez pas que Kinshasa, la RDC a au moins 1 million de candidats au bac. 1 million. Bon, vous comprenez. Voilà, donc il y a la demande est supérieure à l'offre. On a effectué des voyages, on a pris des contacts, c'est avancé. Bon, on est à la recherche du financement. Bien, c'est votre vœu, s'installer dans d'autres. Mais on a écrit école africaine. École africaine, ça veut dire que c'est pas seulement le Congo. Oui. Voilà, c'est après le Congo, on peut s'installer dans d'autres pays. Voilà. C'est ce qui nous préoccupe. D'accord, merci. J'espère qu'on vous a compris et merci. D'être venu, Monsieur Vincent Madzou. Voilà. Venu à cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de l'entretien de Vox. Merci de l'avoir suivi prochainement.